On va continuer à suivre Charles, si vous voulez, sur les chemins de la fiction et du rite, comme Marie a commencé. Et on va continuer à cerner sa difficulté à passer les seuils. Alors moi, je vais prendre 2 nouveaux extraits qui, eux, sont plus identifiés comme, si je peux dire les choses comme ça, comme rite de passage. Je vais prendre la noce, et plus particulièrement le cortège de la noce. Ça, on est toujours dans la partie 1, mais cette fois chapitre 4. Donc toi, tu parlais du chapitre 2, on est chapitre 4. Et puis, je prendrai en deuxième extrait un autre cortège, celui de l'enterrement. Là, on est partie 3 et c'est le chapitre 10. Et chaque fois, pour ces 2 extraits, vous verrez qu'ils sont liés et reliés très fortement, je vais essayer de commenter ces 2 extraits. Mais bon, exhaustivement, vous avez vu que c'est guère possible, mais en prenant des points représentatifs et puis qu'on pourra discuter et puis compléter éventuellement. Alors, la noce au Berthaud, je vais commencer par ce premier extrait. Donc, on peut dire, à mon avis, que ce passage s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler une longue séquence rituelle, ici matrimoniale, qui commence d'une certaine façon par la rencontre d'Emma, Charles arrivant au Berthaud, l'extrait que Marie vient de commenter, et qui se clôt d'une certaine façon, mais j'y reviendrai un peu plus tard, par la noce. Alors le premier point intéressant représentatif qu'on pourrait aborder ici, c'est que dans les 2 cas, il s'agit d'un même monde. On a dans les 2 passages, celui de Marie, que Marie vient de commenter, et la noce, dans ces 2 passages, on retrouve un même monde référentiel. C'est le monde rural. Un même monde textuel. Il y a des éléments similaires dans les 2 extraits. Les 2 personnages, d'ailleurs. D'abord, Charles, Emma. Les distances. Tu as parlé de 6 bonnes lieues. Dans la noce, au tout début, on parle d'une demi-lieue. Dans les 2 cas, c'est la ferme, les Berthauds. C'est la campagne. C'est pour l'un le chemin. Pour la noce, les 3 sentiers. Dans les 2 cas, il y a des chevaux. D'un côté, Charles Berthaud, des trous d'épines. Dans la noce, les petits dards de Charles, donc enlève Emma. Ça, c'est intéressant. Mais la noce, contrairement à la rencontre d'Emma, est une scène qui est collective, qui est festive, plus rituelle, on l'a dit. C'est aussi une scène diurne dans la noce. Et je voudrais quand même revenir un petit peu là-dessus et attirer votre attention à propos de l'alternance, de cette alternance nuit-jour, puisque on est plutôt dans la nuit, le jour se levant à peine dans la rencontre de Charles et d'Emma, et pour la noce, c'est plutôt le jour. Alors on pourrait, dans un premier temps, penser que c'est quelque chose d'assez banal, cette alternance. Les faits, les uns se parlent la nuit, les autres se passent le jour. Mais vous avez compris qu'il faut aller un peu plus loin. Et moi, il me semble que cette alternance, ça ne fait plus que me sembler, je pense que là, il y a quelque chose d'anthropologique intéressant. Cette alternance peut avoir aussi un sens anthropologique très fort. Et là, j'aimerais que vous regardiez dans l'exemplier que je vous propose, l'exemple 0. Quand on lit ces récits mythiques, on constate, c'est une citation de Claude Lévi-Strauss, tirée des mythologiques, l'origine des manières de table, et plus particulièrement les chapitres du mythe au roman. Quand on lit ces récits mythiques, on constate, par exemple, qu'ils prennent un soin extrême pour faire coïncider le déroulement des épisodes avec l'alternance du jour et de la nuit. Les formes les plus basses du mythe sont elles-mêmes une première ébauche de la création romanesque dans sa prime fraîcheur et son originalité, contour du mythe qui hante l'écrivain. Le romancier, et ça c'est particulièrement intéressant par rapport à ce qu'on est en train de faire, le romancier recueille ces matériaux épars et les réemploie, non sans percevoir confusément qu'ils proviennent d'un autre édifice.
Et dans un récit comme le nôtre, teinté de mythisme, cette alternance du rythme cosmologique, qui oppose confusément, pour reprendre l'expression de l'adverbe de Claude Lévi-Strauss, le matin lunaire où Charles part au Berthaud, à la rencontre d'Emma et à la noce qui se déroule bien sûr en plein jour, mais quand même, il faut bien l'avouer, sur un mode qui n'a rien de solaire, déjà. Et cette noce est déjà fortement ciblée et fortement empêchée de lumière éblouissante. Et il me semble que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bel exemple, comme on parlait tout à l'heure, de retravail du mythe par le récit. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple application. Il ne s'agit pas de retrouver ou de travailler et d'être dans une attitude applicationniste. Non, on voit que le récit et le roman retravaillent on va dire, ces oppositions ou ces alternances fondamentales que sont, par exemple, ici, le jour et la nuit. Alors, tous ces éléments dont je viens de parler ici, le monde référentiel, le même monde référentiel, le même monde textuel, sont organisés comme un jeu de miroir qui lie les textes entre eux. Le texte dont vient de parler Marie et la noce. Alors ça, me semble-t-il, c'est un premier point intéressant, représentatif, qui tourne autour d'un même monde. Deuxième point, et qui évidemment résonne avec ce qu'a dit Marie, important aussi, Charles, un mal initié. La noce au Berthaud montre un Charles en marié, d'accord, mais qui a quand même bien du mal à faire le rite. Et en effet, tout dans ce rite de passage qui est la noce est décalé, disjoint. Alors, pour le montrer, je vais prendre seulement, mais je ne dis pas que c'est exhaustif, 3 exemples de ratés, parce qu'il y a beaucoup de ratés, 3 exemples de ratés parmi d'autres. Alors, premier exemple, raté des gestes. Et je cite dans notre texte, c'est le premier bloc là, la robe d'Emma, trop longue, traînée un peu par le bas. De temps à autre, dans le premier, j'appelle le premier bloc ici. Ok, dans l'autre document. Voilà, la noce au Berthaud, le texte sur lequel je travaille ici. Donc, la robe d'Emma, trop longue, traînée un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Alors la robe de la deuxième Madame Bovary est trop longue, on le voit, comme la robe, si on s'en souvient, de la première Madame Bovary était trop courte. C'est l'exemple 1. Et alors, voyez dans l'exemplier, l'exemple 1, je passe la première phrase. Et puis la veuve était maigre, elle avait les dents longues, elle portait en toute saison un petit châle noir dont la pointe lui descendait entre les omoplates. Sa taille dure était engainée dans des robes en façon de fourreau trop courtes. Donc, on voit bien, entre le trop ou le pas assez, le pauvre Charles, il semble ne pas trop savoir choisir l'épouse qui lui convient. Toujours dans la même phrase, on voit que Emma, sur le chemin de la noce, déploie une activité qui semble suggérer ironiquement, mais clairement, qu'elle en sait plus que Charles sur les relations entre époux. Elle retire, dit le texte, sans difficulté, les dards, tandis que lui, il attend les mains vides. Alors Charles, toujours déjà facile, vous allez me dire, du côté du rien, et on pense à la fin du roman, à la mort de Charles, et à la phrase qui sonne comme une épitaphe. Alors si vous vous en souvenez pas trop, c'est l'exemple 2. Alors je passe, vous regarderez plus précisément, mais c'est la mort de Charles,
tomba par terre, il était mort. 36 heures après, sur la demande de l'apothicaire, Monsieur Canivet accourut, il l'ouvrit, phrase célèbre, et ne trouva rien. Charles. Voilà. Hein. Donc Charles, déjà au moment de la noce, du côté du rien, mais aussi du côté de l'incompréhension, en retrait, on pourrait dire, du rite. Alors ça, c'est un premier exemple de raté des gestes, raté de la parole. Toujours. Alors là, on est dans le texte ici que je vous ai donné, troisième, hein, je dis des blocs parce que j'ai fait des coupures dans le troisième bloc. Charles n'était point de complexion facétieuse. Il n'avait pas brillé pendant la noce. Il répondit médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente, compliments et gaillardises, que l'on se fit, hein, on est bien dans le rite, que l'on se fit un devoir de lui décocher dès le potage. Si Charles a la maîtrise pratique du langage, hein, la forme la moins initiée, il sait parler et échanger avec ses pairs, il n'en a pas, c'est le moins que l'on puisse dire, la maîtrise symbolique, tout ce qui porte sur jeu de mots, calembours, etc. Il n'accède pas, au langage codé, les pointes, les mots à double entente. Et ce langage codé, il fait partie du rite. On se fit un devoir de lui décocher dès le potage. Et l'entendement même de ces mots à double entente, de ce langage codé, fait partie du rite et permet de passer du groupe des célibataires au groupe des hommes mariés. Charles, si vous voulez, on pourrait faire le rapprochement à ce moment-là entre Charles et puis tous ces personnages de contes, hein, ou d'histoires qui sont tous ces gens le sot, ceux qui ne comprennent rien, on leur dit quelque chose, ils font l'inverse de ce qu'on leur dit, ou même, on en parlait tout à l'heure, Bécassine. Hein, Bécassine, on lui dit, il va acheter des légumes verts, elle n'achète que des légumes de couleur verte, hein, parce que les carottes, c'est pas vert. Hein. Bon, donc, notre Charles ici, il ressemble un peu, ou il fait partie de cette grande famille des personnages un peu type Jean Le Sot, Bécassine, des sortes d'anti-modèles, si vous voulez, qui sont eux aussi privés de l'accès au symbolique, mais qui en plus, à la différence de Charles, ne parviennent jamais à se marier et dont il faut évidemment se déprendre, auquel il ne faut pas ressembler. Alors cette non-initiation au langage codé se retrouve, là si je reviens évidemment à Flaubert et à Charles, se retrouve encore vers la fin du roman, quand Charles, par exemple, il y a un passage très, très célèbre et très intéressant de ce point de vue, découvre, abandonné sur le sol du grenier, c'est dans l'exemple 3 de l'exemplier, la lettre de Rodolphe, hein, avec le petit R, la signature à la fin. Donc il retrouve cette lettre, je vous fais un résumé rapide. Il s'illusionne, en quelque sorte, il ne descend pas au fond des choses, il recule, il ne veut pas comprendre, hein, il recule devant l'épreuve et il conclut d'une façon magistrale et magnifique. Ils se sont peut-être aimés platoniquement, se dit-il. Hein. Alors là, on serait plus dans les ratés de la parole ou de l'entendement de la langue et du langage. Et un troisième type de raté, de mon point de vue, il y a aussi des ratés dans les rôles, ratés des rôles. Hein. On n'occupe pas le rôle qu'on devrait occuper. Alors toujours dans ce troisième bloc de texte, la phrase suivante, le lendemain, en revanche, alors le lendemain, après la nuit de noces, hein, le lendemain, en revanche, il semblait un autre homme. C'est lui plutôt que l'on eût pris pour la vierge de la veille, tandis que la mariée ne laissait rien découvrir où l'on pût deviner quelque chose. Alors cette fois, notre Charles, il semble s'être trompé de rôle. Il fait la jeune épousée. Et pourtant, vous vous souvenez qu'il est veuf. Il a quand même, logiquement, une petite expérience. C'est sa deuxième fois.
Mais il n'a, semble-t-il, rien appris de son premier mariage. Et on peut ajouter, la suite du roman nous le montrera, qu'il n'a peut-être guère appris non plus du second. Hein. Et d'ailleurs, pour regarder, pour conforter ce que je dis ici, l'exemple 4 dans notre exemplier. Hein. Le lendemain, ça c'est après la mort d'Emma, Charles alla s'asseoir sur le banc, mais ça pourrait, dans la tonnelle. Des jours passaient par le treillis. Les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable. Le jasmin embaumé. Le ciel était bleu. Des cantharides bourdonnaient autour des lys en fleurs. Et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureux. En amour, on peut dire, Charles est resté adolescent. Alors voilà, donc là, c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait sur le rite, eh bien, Charles, en tout cas, le texte nous propose même nous propose en quantité relativement importante des preuves de sa non-initiation, ou mal, en tout cas, et l'initiation se passe mal. Troisième point représentatif aussi, toujours dans cette démonstration, je l'ai intitulé « La pensée sauvage du récit », parce qu'on peut dire que Charles a d'autant plus de mal à faire le rite que la pensée sauvage travaille le récit. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête plus particulièrement sur un court morceau du texte pour que je vous montre un peu ce que signifie cette pensée sauvage qui travaille le récit, ce que j'appelle la pensée sauvage et ce que nous appelons la pensée sauvage qui travaille le récit. Donc, je vais lire les quelques phrases les quelques lignes qui sont là aussi dans notre texte et qui sont... alors, attendez... voilà, dans le deuxième bloc du texte. La phrase que je vais lire se trouve dans ce deuxième bloc. Le soir, pour partir, les chevaux gorgés d'avoine jusqu'aux naseaux eurent du mal à entrer dans les brancards. Ils ruaient, se cabraient, les harnais se cassaient, leurs maîtres juraient ou riaient, et toute la nuit, au clair de la lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop, bondissaient dans les saignées, sautant par-dessus les maîtres de cailloux, s'accrochant au talus avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides. C'est quand même, là, ces quelques lignes sont quand même assez époustouflantes, une véritable envolée textuelle. Et il me semble que c'est un bel exemple aussi pour entrer dans la poétique profonde du texte et voir comment le récit s'ensauvage. Et il me semble qu'on peut, à ce titre-là, dégager 3 types d'ensauvagement. Un premier type d'ensauvagement qui serait un ensauvagement par les genres littéraires. Plusieurs références, il me semble, à des genres du monde magique et de la littérature orale sont sollicitées dans ce petit passage. Au clair de la lune, évoque la comptine. Les chevaux, on y revient, lancés au grand galop, dit le texte, bondissant, sautant, peuvent rappeler, alors on a beaucoup de références possibles, Pégase, le cheval ailé des récits mythologiques, mais aussi le cheval fée, ce qu'on appelle le cheval fée, enchanté, de la littérature de colportage, Bayard, ou de l'épopée. Vous vous souvenez, Beau joueur, le cheval de Tristan dans le Tristan de Béroul. Les sots, par-dessus, nous dit le texte, les maîtres de cailloux, ne se réduisent pas, alors, me semble-t-il, à une référence, et je vais expliquer pourquoi, une référence technique employée en génie civil. Je fais référence là à une note, pour expliquer ces maîtres de cailloux, une note que vous trouvez dans le Garnier Flammarion 2018, qui après cailloux précise, terme technique
employé en génie civil pour mesurer une quantité de pierre nécessaire au cantonnier pour la réfection des chemins. Journal du génie civil des sciences et des arts, 1829. Alors certes, peut-être, mais quand même, on peut entendre aussi dans ces cailloux, comme on entend, vous savez, la mer dans les coquillages, le murmure, je dirais, des légendes rustiques racontées par exemple par George Sand, où les pierres sottes ou pierres caillasses, si tu voulais distribuer, s'il te plaît, voilà, où les pierres sottes ou pierres caillasses se mettent la nuit tout en travers du passage pour faire abattre les chevaux et verser les voitures. Ça, je fais référence aux légendes rustiques, le texte de George Sand, qui se trouve dans Promenade dans le Berry, un texte publié en 1858. Et vous avez, ça s'ouvre, c'est le début des légendes rustiques, c'est le premier chapitre des légendes rustiques. Je ne sais pas si vous avez ça circule. Le texte, voilà. Et George Sand écrit à propos de ces fameuses pierres sottes ou pierres caillasses, juste petit morceau, parce que vous regarderez plus précisément le texte dans sa totalité. Quand les inspecteurs des routes les rencontrent, ces fameuses pierres, quand les inspecteurs des routes, les rencontrent à leur portée, ils les font briser et elles n'ont que ce qu'elles méritent. Nous le voulons bien, quoique ces pauvres pierres ne nous aient jamais fait de mal. Cependant, on assure que si on ne se dépêche de les briser et de les employer, elles quittent le bord du chemin où on les a rangées et se mettent de nuit tout en travers du passage pour faire abattre les chevaux et verser les voitures. Donc là, on peut aussi lire ce texte-là, et notamment cette référence aux pierres et aux cailloux à travers ces récits-là. Je voulais juste signaler aussi que vous avez dans le document que je vous ai proposé le nom de Maurice Sand, qui est le fils de George Sand, qui lui-même, sur ces légendes-là, en a recueilli aussi, et puis les illustrer. Et il y a de formidables, on peut faire passer, illustrations de Maurice Sand, de ces univers. Alors tout cet univers enchanté, me semble-t-il, dans ces quelques lignes, est convoqué, mais bien sûr ici peut-être sur un mode parodique qui exhibe d'une certaine façon, je dirais, l'hétérogénéité du monde, et qui met aussi, me semble-t-il, et quand on lit la phrase, je trouve qu'on le ressent bien, même du point de vue sonore et oral, et qui met en effervescence le langage. Alors ça, c'est un premier type d'ensauvagement par les genres littéraires. Puis je dirais qu'il y a aussi un deuxième type d'ensauvagement par le genre, mais ici, je prendrais genre au sens, je me rappelle hier, au sens de gender, c'est-à-dire relation hiérarchique des sexes socialement et culturellement construits. Et il me semble qu'ici, le rôle des femmes dans ce paragraphe, ou dans ces quelques lignes, c'est même pas un paragraphe, semble s'inverser. Tu peux distribuer le prochain, le brouillon. Et là, il faut faire un petit détour par les brouillons. Dans le brouillon, les brouillons de Flaubert, alors celui que vous avez les références, le brouillon volume 1, folio 108, voilà. Vous avez, alors c'est tout à la fin du document qu'on a le passage et les quelques lignes, voilà, qui nous intéressent. Et alors dans le brouillon, vous avez, si tout le monde a le texte, on voit les fameuses carrioles emportées qui couraient au grand galop, sautant par-dessus les mètres de cailloux, bondissant dans les saignées. Alors, vous voyez qu'il y a barrés débordant dans les fossés, s'accrochant au talus. Et ce qui m'intéresse, c'est par rapport aux femmes, avec des femmes effrayées
qui se penchait, le corps est barré, en dehors de la portière, en avant barré, pour saisir les guides. Alors, dans les brouillons, les femmes sont effrayées. Hein. Mais quand on est dans le texte définitif, elles ne le sont plus. Ou tout au moins, le mot a été supprimé et on ne dit pas qu'elles le sont. Donc, il faut en prendre compte. Par contre, elles paraissent, me semble-t-il, seules, en tout cas c'est ce que dit le texte, hein, elles paraissent seules, aptes, avec des femmes qui se penchaient, voilà, c'est ce que je recherchais, en dehors de la portière pour saisir les guides. Elles paraissent seules, aptes à guider cette chevauchée effrénée, fantastique, inouïe. Et il me semble que là, le monde mis en l'envers est sans dessus-dessous. On a tout bousculé, on a tout renversé. Et donc, ça participe de cet ensauvagement, du récit. Un troisième type d'ensauvagement, l'ensauvagement par le langage. Et je pourrais le reformuler, comme on l'a déjà travaillé, par l'arrière-pensée animale du récit. Les chevaux mènent les hommes, les maîtres, et prennent la première place. C'est d'eux qu'on parle. Hein. Et on peut dire que la pensée magique du récit se déploie alors, à ce moment-là, me semble-t-il, en véritable mantique. Les chevaux, on le lit, ont du mal à entrer dans les brancards. Et ils ruent. Autrement dit, et c'est pas trop tiré par les cheveux, je pense, le texte engage, c'est le cas de dire, le texte engage le lecteur à lire et à entendre l'expression figée, ruer dans les brancards. Et cette expression idiomatique est à la fois concrétion culturelle, pensez à Wittgenstein, toute une mythologie est déposée dans la langue, et elle est aussi matrice langagière. Elle motive le récit et elle est retravaillée par lui. Et il me semble que cette logogénèse, le mot qui engendre le texte et l'histoire, fait entrer dans la polyphonie du discours où le verbe ruer, pour moi, devient une sorte de mot passeur qui fait aller de la sémantique à la mantique. La phrase se développe sur 5-6 lignes et propose une sorte de préfiguration du destin d'Emma. Et d'ailleurs, Emma, elle ne fait que ruer dans les brancards, du début à la fin du texte. Et d'ailleurs, des échos de ce grand galop endiablé, comme on vient de le voir ici, résonnent partout à d'autres endroits dans le texte, avant la scène de la noce et après. Bon, je vais donner quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Par exemple, dans la première partie et dans les romans, vous vous souvenez que la vieille fille apporte à la pension et donne à lire aux jeunes filles, et notamment à Emma. C'est dans l'exemplier, l'exemple 5. Ce n'était qu'amour et amante dans ces romans-là. Ce n'était qu'amour, amant, amante, chevaux qu'on crève à toutes les pages. Plus loin, châtelaines qui passaient leur jour à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. C'est beau quand même. Autre exemple, dans la deuxième partie, lors de son aventure avec Rodolphe, Emma, oui, rêve et le lecteur peut lire, c'est l'exemple 6 ici, au galop de 4 chevaux, elle était emportée depuis 8 jours vers un pays nouveau d'où il ne reviendrait plus. Ça, c'est son rêve à Emma. Et au même moment, c'est quand même assez intéressant, on peut le citer, Charles rêve aussi. Mais alors lui, c'est pas le même rêve. Il rêve de son avenir, il rêve de Berthe, et là, c'est tout de suite après, l'exemple 7. Alors, il achèterait une petite, juste avant, c'est qu'il achèterait une petite propriété. Ils en économiseraient le revenu. Ils le placeraient à la caisse d'épargne. Elle, Berthe, lui broderait des pantoufles. On lui trouverait quelques braves garçons ayant un état solide.
Voilà, donc si je continue un peu, je pourrais dire cette logogénèse et cette sémantique mantique. Pour l'un, il s'agit de suivre l'ornière. Les ornières sont de plus en plus profondes quand on approche de Berthaud, c'est ce que tu nous as lu, Marie. Et pour l'autre, il s'agit de ruer dans les brancards. Cette longue phrase évoque aussi, me semble-t-il, dans une sorte d'écho inversé, un autre cheval, la veuve Dubuc, dont on parlait tout à l'heure, la première épouse. Et alors là, formidable exemple 8, dans l'exemplier, Monsieur Bovary père, donc ça, le père de Charles, brisant une chaise contre les pavés, accusa sa femme d'avoir fait le malheur de leur fils, en l'attelant à une haridelle semblable, dont les harnais ne valaient pas la peau. Et elle meurt tout de suite après. Ah ben oui, elle a de quoi, parce que la pauvre, elle ne peut plus. Elle ne peut pas résister. Oui. Donc, mal initiée, mal mariée, c'est une conclusion partielle que je peux faire pour Charles. Et quatrième point, la mort rôde. Parce que quand même, là aussi, regardez ce qui clôt un peu cette scène de la noce, c'est ce dernier bloc de texte que je vous ai mis dans le texte, là, l'extrait que je me propose d'étudier, celui qui commence 2 jours après la noce. Vous voyez ? Alors, cet extrait commence, ce paragraphe-là commence 2 jours après la noce, les époux s'en allèrent. Charles, à cause de ses malades, ne pouvait s'absenter plus longtemps. Et donc, là aussi, par rapport au rite et au rite de passage, eh bien, c'est aussi bien un moment. Il faut, à un moment donné, revenir dans le cours de la vie quotidienne et se réagréger au monde. C'est ainsi que se clôt tout rite de passage. Mais pour Charles, qui est, on l'a vu, mal initié, mal marié, évidemment, on se doute bien que ce retour-là va être difficile. Et on le voit déjà mis en mots dans ce passage, parce que finalement, ce n'est pas tellement la vie, c'est-à-dire le mariage, c'est plutôt porteur de vie, si vous voulez, ce n'est pas tellement la vie qui est au cœur de cette dernière ligne, qui clôt le passage de la mort, de la noce, mais c'est plutôt la mort. Et c'est le père Rouault, le père d'Emma, qui fait le lien entre ces deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Si vous regardez bien tout ce qui est ce paragraphe ici, c'est assez évident à montrer. C'est lui qui fait reconduire les jeunes mariés, mais n'oublions pas quand même que le marié est un remarié veuf dans sa carriole qui suit la route et qui les accompagne un bout de chemin. On est bien loin ici, à ce moment-là du texte, des carrioles dont je vous ai parlé tout à l'heure, emportées, bondissantes, par-dessus les mètres de cailloux. Le père Rouault embrasse sa fille, le texte nous dit une dernière fois, mais dans la fiction, nous savons que c'est la dernière fois. De la carriole, le père Rouault voit les roues, le texte nous dit les roues tourner dans la poussière. Il se rappelle alors son propre mariage, mais sa femme est morte, voilà. Il y a 2 ans, quand Charles arrive au Berthaud pour la première fois. Il s'agit ici du père Rouault, se rappelle la naissance aussi de son fils, mais cette naissance est aussi en quelque sorte un enterrement, puisqu'il dit « à présent, il aurait 30 ans ». Donc lui aussi est mort. Donc on peut dire que déjà, ce texte, la noce, est porteuse, et le texte le dit de façon assez évidente, est porteuse de mort. C'est pour ça que j'ai intitulé ce point-là « La mort rôde ». Alors, deuxième extrait, si vous voulez, mais qui est lié... Ben non, il me semble qu'il vaut mieux... On va faire les deux oui, parce que je vais... parce que ça forme un tout, en fait. Alors, l'autre passage, au sens d'extrait de texte, mais aussi de rite de passage, passage, il fonctionne avec les 2 sens ici, que je vais regarder avec vous maintenant, ça porte sur l'enterrement d'Emma.
Alors j'ai dit, et je viens de dire il n'y a pas très longtemps, que la longue séquence matrimoniale, qui commence avec le texte dont a parlé Marie, la rencontre d'Emma, se clôt par la noce. Mais de mon point de vue, et je pense que dans la logique qui est la nôtre, c'est une clôture qui est tout à fait formelle. La véritable clôture a lieu, me semble-t-il, plus loin dans le roman, avec l'enterrement d'Emma, un rite de mort. Mort qui était déjà annoncé, si j'ose dire. Et ce rite de mort que je vais essayer de commenter ici, je vais le faire de la même façon, si vous voulez, en dégageant quelques points représentatifs. Alors, les reprises, ici aussi, comme j'ai dit, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sont très présentes. Par rapport à la noce, par exemple, on est évidemment dans le même monde référentiel, une cérémonie à la campagne. Tout à l'heure, c'était une noce. Ici, c'est un enterrement au village. On est dans un même monde textuel. C'est une description d'un cortège. Cortège de noces, cortège d'enterrement. On est dans un même monde culturel. Un rite de passage, un rite, ici, évidemment, l'enterrement, un rite de mort. Tout à l'heure, on avait plutôt un rite de vie, mais on a vu que déjà, la fin de la noce annoncée était un paragraphe rempli de mort. On peut dire que c'est un paragraphe qui est saturé par la mort. Alors, on remarque aussi que, comme tout à l'heure, le retour de certaines notations, si vous voulez, éléments, notations, on pourrait dire que ça fait en quelque sorte bruisser presque sonorement le texte d'écho qui relie les différents extraits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tous ces textes sont très fortement liés les uns aux autres. Celui qu'a analysé Marie, la noce, l'enterrement. Et il y a des liens, et entre eux, sans arrêt, ils se répondent, ils se répètent, ils interagissent en quelque sorte. Alors, quelques exemples. La traverse, on en a parlé tout à l'heure, que doit emprunter Charles pour aller au Berthaud, est reprise par les 3 sentiers que longe la noce, et est repris aussi par les détours du sentier dans lequel avance le cortège de l'enterrement. Les haies d'épines de l'enterrement font écho aux trous d'épines quand Charles se rend au Berthaud, et aux petits dards épines aussi des chardons de la noce. On en a parlé aussi, une note verte court dans les 3 textes de mon point de vue. C'est l'odeur verte de la rosée dont tu as parlé Marie, mais c'est aussi les blés verts de la noce, et c'est aussi les seigles et les colzas qui verdoyaient lors de l'enterrement. La rosée, elle est présente quand Charles va au Berthaud. Les gouttelettes de rosée se retrouvent dans l'enterrement. Les ornières, les pommiers se retrouvent dans ces deux passages, ces 2 extraits. Le cortège de la noce ondule, et les voix qui récitent le De Profundis montent et s'abaissent dans le passage de l'enterrement, montent et s'abaissent avec des ondulations. Donc on peut dire que ces éléments repris deviennent des sortes, si vous voulez, de motifs thématiques, motifs narratifs, motifs anthropologiques, motifs stylistiques qui caractérisent, de mon point de vue, les séquences de rites de passage qu'on est en train d'analyser. Alors ça, c'était rapidement les reprises présentes partout et qui résonnent. Deuxième point représentatif, un rite, ici d'enterrement, l'enterrement, un rite en déficit d'efficacité symbolique. Si la cérémonie religieuse du mariage est rapidement évoquée, je dirais même carrément escamotée dans une ellipse, regardez par rapport dans le passage précédent, vous avez une fois la cérémonie faite à l'église. Hop, c'est fini. Il n'en est pas de même pour l'enterrement. La prégnance du rite religieux, là, est quand même très forte, massive, et je dirais même invasive, quasiment. Alors, pour justifier ça, en ne perdant pas trop de temps, les mantes noires, les cierges, la présence des prêtres, des chantres, des 2 enfants de chœur, le De Profundis, dont la récitation envahit la campagne, la grande croix d'argent qui se dressait toujours entre les arbres. Et Charles éprouve une sorte d'écœurement, et le texte le dit bien,
devant ce formalisme liturgique qui trahit, on peut le dire comme ça, un ritualisme sans âme. Il y a comme une sorte de mécanique du rite, il faut faire ça, alors on le fait, qui devient insupportable à l'endeuillé qu'est Charles. Le texte dit « Cette continuelle répétition de prières et de flambeaux, plus loin, ces odeurs affadissantes de cire et de soutane, au point de se sentir défaillir, et je dirais, dans la logique des valeurs de l'époque, comme une femme. » Un peu plus haut dans le texte, d'ailleurs, alors au-delà de mon extrait, mais un petit peu au contraire, en deçà de mon extrait, un peu plus haut dans le texte, à l'église, Charles avait déjà manifesté son impatience et son extériorité. Alors je ne sais pas si on peut aller jusqu'à romantique, mais face à la cérémonie publique, anonyme, sans intimité ni intériorité. Et c'est là l'exemple 9 dans mon exemplier. L'un des chantres vint faire le tour de la nef pour quêter. « Dépêchez-vous donc, je souffre, moi !» s'écria Bovary tout en lui jetant avec colère une pièce de 5 francs. On chantait, on s'agenouillait, on se relevait. Cela n'en finissait pas. Ainsi, on peut dire que, si on continue à lire notre texte sur l'enterrement, la dissonance est extrêmement violente entre le poids du rite religieux, son triste conformisme, et puis tout à coup dans ce texte, la joie du monde qui explose, et vous avez une expression qui résume ça, toutes sortes de bruits joyeux. Ça c'est, si j'avais mon texte, voilà, et bien voilà, c'est au milieu du 3e paragraphe. Toutes sortes de bruits joyeux emplissaient l'horizon. Donc là, il y a vraiment une énorme une dissonance très forte et qui est savamment orchestrée. Donc ce matin du monde, toutes sortes de bruits joyeux, si vous voulez, rappellent au lecteur, en connivence, sinon en confidence, le monde de l'enfance d'Emma. Monde neuf, c'était avant, où tout était possible alors. On se souvient du passage où Emma reçoit une lettre de son père et se met à rêver. Ça, c'est, l'exemple, dans l'exemplier, l'exemple 10. Emma resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier. Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres, et Emma poursuivait la pensée douce, ça c'est très beau aussi, qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée dans une haie d'épines, encore, les poulains encore, hennissaient quand on passait, et galopaient. Là, c'est la vie, c'est encore tous les possibles qui sont présents. Et dans cette donc on a donc ce monde neuf et qui est là et qui est en quelque sorte rappelé ou contenu dans toutes sortes de bruits joyeux. Et donc dans notre extrait là, l'extrait que je suis en train d'étudier, cette juxtaposition qui est quand même assez brutale entre la vie joyeuse de la campagne qui continue et puis la mort, cette cérémonie religieuse de l'enterrement, me semble-t-il produit non seulement une dissonance évidemment plus ou moins ironique sans doute, mais surtout dans la méthode et la façon d'analyser qui est la nôtre, mais surtout une forme de débrayage d'avec la logique du rite et une sorte de désaffiliation de Charles tout à sa peine existentielle. Il s'est détaché du rite. Il semble que le rite, qui par définition, c'est la fonction du rite, à la fois dramatise et socialise les émotions, et c'est pour ça qu'il est fait, qu'il existe et qu'on le pratique, n'ait plus de prise sur Charles qui s'en déprend, qui s'en exclut. Le personnage désinvestit ce rite trop impersonnel, totalement impersonnel. Il s'isole, il se marginalise. Par exemple, vous avez une phrase comme celle que je vais lire qui le montre bien. Charles, en passant,
reconnaissait les cours. Il se souvenait de matins comme celui-ci où, après avoir visité quelques malades, il en sortait et retournait vers elles. En faisant le rite, en principe, on se fait. Mais Charles, lui, ne se fait pas, il se défait. Coincé dans la marge, l'entre-deux dont on parlait tout à l'heure, il ne parvient pas à se réagréger à la communauté des vivants. Voir les mots que vous avez ici. On a des mots comme au bord, en passant, qui montrent bien qu'on est à la marge. Et en effet, au fur et à mesure que le roman avance vers sa fin, Charles se déleste de son entourage. Il finit par mourir seul sur son banc. La nature fait le rite. Bon, s'il y a un rite déficient, le rite religieux, mais bon, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on peut s'arrêter sur la phrase « Une brise fraîche soufflait, les seigles et les colzas verdoyaient, des gouttelettes de rosée tremblaient au bord du chemin sur les haies d'épines. » Si on peut dire que, je l'ai dit, le rite religieux manque de spiritualité, il est comme englué, si vous voulez, dans la matérialité du monde. D'ailleurs, le texte le dit au début, les porteurs marchaient à petits pas, haletant un peu plus loin vers la fin du texte. Toujours ces mêmes porteurs fatigués se ralentissaient. Le paysage, par contre, lui, il participe au cortège rituel et il me semble qu'il manifeste sa peine toute de subjectivité émue et complice. On parle de gouttelettes de rosée qui tremblaient au bord du chemin sur les haies d'épines. Donc, complicité et émotion que le lecteur peut partager, le lecteur coopératif. Lui qui a peut-être gardé en mémoire d'autres gouttes de rosée, celles qui, rappelez-vous, sont suspendues au bandeau d'Emma, qui faisait comme une auréole, dit le texte, de topaze tout autour de sa figure, quand le matin, très tôt, elle courait rejoindre Rodolphe. Les gouttelettes de rosée qui tremblent au bord du chemin semblent peut-être se souvenir de la sensualité joyeuse et de la vie à jamais perdue. À l'opposé de ces gouttelettes-là, lors du bal de la Vaubyessard, dans la première partie du roman, on se souvient de la coiffure d'Emma. Et là, on a une rose à son chignon tremblé sur une tige mobile avec des gouttes d'eau factices au bout de ses feuilles. Factice, ici, renvoie évidemment faux semblant à l'artifice. Et ces gouttes d'eau-là donnent, évidemment, elles ne sont pas vraies, elles donnent l'illusion de la vie. Elles sont déjà, pourrait-on dire, comme le symptôme possible d'un intersigne funeste que le texte vérifiera rétrospectivement. Mais si on en revient à la rosée sur les épines de notre texte, déposée entre ciel et terre, cette rosée fait comme une haie d'honneur funèbre au cercueil d'Emma, une sorte de lamento retenu, un chemin de larmes tremblées entre mythe et univers magique. Et cette agentivité propre du paysage renvoie évidemment, comme on en a parlé, au conte, la Belle au bois dormant, les arbres qui se ferment, qui s'ouvrent en quelque sorte, qui ouvrent ou ferment le passage, mais aussi renvoie, me semble-t-il, à la mythologie, à la pensée mythique. Et on peut penser, entre autres, à Orphée, Métamorphose d'Ovide, et à la mort plus particulièrement d'Orphée, dit le texte, pleuré par les oiseaux affligés, par les durs rochers, par les forêts. Donc l'Église, elle fait le rite de façon formelle. On l'a même là dans le début, dans notre texte, vers la fin, là c'est le dernier, le drap. Voilà, le drap noir, voilà, c'est le dernier petit, les dernières trois lignes de la fin. L'Église donc fait le rite de façon formelle, le drap noir cérémoniel est semé de larmes blanches, codées, figées, convenues, comme les gouttes d'eau d'ailleurs sur les feuilles de la rose du chignon d'Emma, alors que la nature, elle participe du rite orphique, rite animiste. Le folklore de la nature, comme on disait, on appelait ça au XIXe siècle. Ou même, pour parler comme Philippe d'Escola, la discontinuité des physicalités n'exclut pas la continuité des intériorités entre univers humain et naturel. Et bien voilà. Alors, si la consolation ne vient pas du rite religieux, elle est peut-être à chercher dans le continuum, cette continuité des intériorités, dans le continuum
dans le glissement de l'univers des hommes vers l'univers de la nature, jusqu'à s'y perdre. C'est Charles faisant ses adieux à Emma sur son lit de mort. Ça, c'est l'exemple 13 de l'exemplier. Il y avait quelques étoiles et la nuit était douce. Des moires frissonnaient sur la robe de satin, blanche comme un clair de lune. Emma disparaissait dessous. Et lui, Charles, et il lui semblait à lui, Charles, que s'épandant, voilà le glissement, s'épandant au dehors d'elle-même, elle se perdait confusément dans l'entourage des choses, dans le silence, dans la nuit, dans le vent qui passait, dans les senteurs humides qui montaient. Bon, alors je pourrais dire pour terminer ce point 3, mais à la fin, ce que nous offrent ces lignes, c'est, me semble-t-il, le rite du texte. Hein. Une brise fraîche soufflée. On est plutôt peut-être là du côté d'un code cosmique, souffle aérien, vital, comme à l'origine augurale du monde. Les seigles et les colzas verdoyés. Là, on serait plutôt du côté d'un code peut-être rustique, la fertilité des champs au printemps. Des gouttelettes de rosée tremblaient au bord du chemin. Là, ce serait plutôt peut-être un code mythologique, type les plantes pleurent, agentivité du paysage. Sur les haies d'épines, plutôt peut-être un code christique, chemin de croix, couronne d'épines. Mais ces différentes instances se suivent. Hein. Et la construction, d'ailleurs, paratactique de la phrase, marquée par la succession des virgules, donne l'image d'un monde où des micro-univers se juxtaposent. Mais tout le travail du texte, et c'est là où je veux en venir, est de mettre du lien. Alors, comment il se débrouille ici, en tout cas sur cet exemple-là particulier, par le biais d'une prose cadencée qui propose des syntagmes aux régularités approximatives, mais quand même qui donne un rythme. Hein. C'est cette rythmique verbale, se répartit de façon quand même assez audible par l'oreille. 8 syllabes pour le premier membre de la phrase, 9 pour le deuxième, et le troisième membre, plus long, joue d'un rythme ternaire. 8 syllabes pour des gouttelettes de rosée, suivi de 7 syllabes pour trembler au bord du chemin, et enfin en clausule, une courte incise sur les haies d'épines qui rompt la cadence dominante avec 5 syllabes. Le lien, il peut être aussi assuré par les sonorités, si on fait une petite analyse fine de ce petit passage. Les haies, fraîches, soufflées, seigles, verdoyées, tremblées, les haies, laidées, rosées et épines, qui miment comme un murmure, si vous voulez. Et cette douce et discrète mélodie contraste dans la pointe finale avec le « i » d'épine, un « i » qui pique et qui écorche. Alors le style au fond, on pourrait dire, et je pourrais finir par là, tant pis pour la fin, orchestre une dialogie entre ces cosmologies composites, et c'est précisément cette dialogie dont on parlait tout à l'heure qui empoétise le rite et son écriture. Merci Marie-Christine pour cette très belle lecture. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Est-ce que on va quand même prendre on a du temps encore un peu avant le séminaire et la pause, discuter du premier passage ou du deuxième, mariage, mort, hein, on voit bien que les deux sont liés. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu ces liens, la force finalement n'est peut-être plus dans le rite religieux, mais elle est dans cette imbrication, ce continuum de l'humain et de la nature. Alors après, quand même, le texte va dire que Charles veut aller au-delà de ses forces, il va soulever le voile, et là, la dure réalité de la mort par l'arsenic va lui sauter au visage, si j'ose dire. Mort littéraire, en plus. Oui, et puis l'encre. Oui. D'autres interventions? Moi, j'aimerais revenir quand même sur le cheval. J'ai beaucoup aimé ce qu'on appelle en ethnocritique une analyse logogénétique ou la logogénèse, c'est-à-dire
penser certaines expressions idiomatiques figées comme des matrices, des matrices narratives qui peuvent structurer soit des récits ou des séquences. Et là, on a eu, il me semble, un exemple convaincant donc l'expression « ruer dans les brancards » versus « suivre les ornières ». Et ça me faisait penser, et je me disais en fait que finalement, Madame Bovary, c'est un roman qui présentait des problèmes de domestication, parce que ruer dans les brancards, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est le cheval mal domestiqué. À la fois des problèmes de domestication et des problèmes de circulation. Parce que ruer dans les brancards aussi, c'est-à-dire versus suivre l'ornière, c'est pas la même manière de circuler. Et j'ajouterais aussi des problèmes de vitesse. Parce que le cheval, c'est aussi le trot, le galop, donc différentes allures. Différentes allures, différentes vitesses. Et justement, c'est-à-dire, on a un qui suit l'ornière, donc une manière de circuler peut-être plus lente, versus ruer dans les brancards. Et là, bien évidemment, on ne peut que penser à la scène du fiacre avec Aimon. Et j'ai regardé parce que c'est quelques extraits, mais il est dit dans cette scène la fureur de locomotion. Et donc, on aurait aussi une autre manière de circuler dans le fiacre, une autre vitesse, un autre type de domestication. Et pour le coup, le cheval devient, en tout cas, je pense que la démonstration dès le début du roman, la scène du fiacre dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même une des scènes les plus célèbres de Madame Bovary. Et là, tous ces chevaux qui sont plutôt anodins et qui finalement font sens dans toute cette logique chevaline ou équestre, je ne sais trop, mais je trouve que vous finissez par mettre l'accent sur un détail du texte, le cheval, qui a priori apparaît anodin, qui permet de restructurer autour des grandes structures anthropologiques du texte, peut-être la circulation de la maison du père, etc., la domestication, et peut-être aussi la vitesse. Dans le paradigme, il y a Hippolyte. Oui, Équin, tu sais. Oui. En grec, c'est gardien. Et puis le Qui pied a un pied beau, équin. et le pied beau, c'est un équin. Ouais, c'est un pied équin, comme un sabot de Effectivement, cheval. ça rentre Ouais. dans la famille. Il n'y a que les chevaux qui s'en sortent finalement. Oui. Jusqu'à la toute fin, les poulains galopent. Mm. Donc il y a quand même, ils s'en sortent. C'est bien les seuls. poulains, ça, c'est tu comme dis. tu dis, c'est les jeunes Ouais. chevaux. Ouais. Ça ouais. recommence, Mmh. ça recommence. Ça Il y recommence, a des poulains, ça Mmh. recommence. On est en pleine mort, mais les poulains galopent. Et donc il y a quelque chose à voir effectivement avec Le le cheval. métier du cheval. Ouais. Mais de toute façon, oui, la circulation, évidemment, c'est passer du foyer Mhm. du père au foyer de l'époux. Et alors, ce qui est intéressant dans le passage du début, c'est que C'est c'est que Charles qui traverse. Ouais. Qui va, et c'est elle qui est sur le seuil de sa maison. Alors évidemment, elle ira, mais c'est assez intéressant. Ouais. C'est bien des problèmes de circulation Ouais. problématiques et de foyer domestique Ouais. qui fonctionnent mal. Tu as raison de le dire comme ça. Ouais. Circulation et domestication. Ouais. Oui, Au sens propre. Ouais. La question de l'étalon qui n'est pas là aussi. Bon, alors, sur les rites qui sont vides et vidés, oui, ce que j'ai dit d'ailleurs, le rite du mariage, c'est formel, c'est codé, ça n'a plus de sens et ça ne remplit plus le rôle que le rite est censé remplir, mais parce qu'on n'y croit plus, il n'engendre plus de la croyance, et donc, il est vide et il ne dit plus rien, et finalement, il ne sert plus tellement à quoi que ce soit. Donc là, je pense que on le voit bien, puisque là, le rite est particulièrement mis sous pression, si j'ose dire, par le roman, par rapport à l'enterrement. Alors, après, les gouttes de rosée, quand même, ces gouttes de rosée, on peut dire ce que tu as dit, bien sûr, je l'ai dit et répété, il y a toujours une dimension ironique, donc on peut dire que les gouttes de rosée, elles s'en fichent sûrement. Peut-être, on ne sait pas ce que pense une goutte de rosée, mais elles sont là quand même. Et ces gouttes de rosée, elles sont présentes plusieurs fois
Et de nombreuses fois, j'ai pas compté dans le texte, et c'est pas toujours les mêmes. Il y en a qui sont factices, d'autres qui sont pas. Donc, elles disent pas la même chose. Et on peut penser que ces gouttes de rosée, elles sont là. Pourquoi elles sont bien présentes, elles sont mises en valeur. Elles occupent dans le texte et dans le paragraphe une quantité de mots. Elles ne passent pas inaperçues. On met le focus un peu sur ces gouttes de rosée. Donc on peut imaginer qu'elles sont là pour un petit peu, d'une certaine façon, comment dire, moi je essaie de comprendre, je les ai comprises un peu comme ça, même s'il y a toujours un arrière-fond, ça n'empêche pas l'ironie, mais elles sont là un peu pour, comment dire, remplir, ou en tout cas, la défaillance du rite, qui lui n'a que des larmes peintes sur un drap de cérémonie à proposer, eh bien, au moins la nature, elle propose de vraies petites gouttelettes d'eau. Alors, que ce soit des larmes ou pas, mais elles sont là. Et elles sont vraies.